Aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en M&A. J'ai eu l'occasion de passer par plusieurs, acteurs du monde du M&A et j'ai pu travailler sur la cession de Leader Price notamment et une augmentation de capital d'une des filiales, Green Yellow. J'ai la chance d'avoir pu côtoyer beaucoup d'entrepreneurs. Je peux comprendre les problématiques des entrepreneurs sur des métiers en forte croissance. Le premier enjeu du développement du groupe, c'était de convaincre de nouvelles sociétés à nous rejoindre. Les premiers échanges qu'on a pu avoir avec les dirigeants, c'était faites-nous confiance, on va vous accélérer, on va vous aider. Promis, on aura 40 boîtes dans 5 ans. On est un groupe dans la transformation digitale. On est positionné sur tous les leviers de la transfo digitale. Des sociétés qui faisaient 10-15% de croissance organique, on voit que post-intégration du groupe, elles sont plutôt à 15-20% de croissance organique. C'est beaucoup de feeling du coup. C'est du feeling, mais le feeling, c'est pas juste une magie. Le feeling, c'est parce qu'on a rencontré, moi, en 4-5 ans, j'ai rencontré 1000 sociétés à peu près. Et de mes 15 ans d'expérience, j'en ai rencontré... Au moins autant. Voilà. L'IA ne va jamais remplacer le travail que va faire un humain. La mission de ce collectif, c'est justement d'aider les femmes, quel que soit le niveau de seniorité, à bénéficier, du coaching, d'avoir plus confiance en soi, comment gérer des situations compliquées, comment assumer certaines responsabilités, etc. Et tout ce qui va être sexisme au quotidien. Salut Edwina, ravi de te recevoir aujourd'hui sur Equity Conversation. Comme tu le sais, c'est un podcast où on parle beaucoup de private equity et de M&A. Et je pense qu'en matière de M&A, tu en connais un rayon, donc je pense que ça va être sympa qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui. Tu es responsable M&A de EDG. Vous avez fait plus d'une quarantaine d'acquisitions en 5 ans. Ça fait beaucoup. Et je pense que tu as une grosse expérience à nous présenter aujourd'hui et je suis très intéressé de discuter de tout ça avec toi. En quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Je sais que tu as fait du M&A dans des grands groupes, en banque d'affaires, et puis maintenant chez EDG. Ça m'intéresserait que tu puisses nous redire quel est le chemin que tu as parcouru avant d'arriver chez EDG. Merci beaucoup, Louis. Merci pour l'intro. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'années d'expérience en M&A. Donc, j'ai eu l'occasion de passer par plusieurs, acteurs du monde du M&A. J'ai quasiment passé 6 ans chez Cambon Partners, qui est une banque d'affaires donc dans les métiers de la tech, du digital, donc surtout sur les sociétés de croissance. Donc, à l'époque, j'ai pu faire 30-35 opérations sur cette période-là. J'ai ensuite eu des fonctions au sein de l'équipe M&A du groupe Casino, où là, c'était plutôt une optique de cession de certains actifs. Et j'ai pu travailler sur la cession de Leader Price, notamment, et une augmentation de capital d'une des filiales, Green Yellow. Et après, le chemin a fait que j'ai pu rencontrer Vincent Klingbeil, le fondateur de EDG, via le fonds Montefiore Investment, que je connaissais bien. Et l'idée, c'est de trouver un binôme à Vincent pour commencer à développer le groupe, European Digital Group, avec la casquette de M&A que j'avais, et Vincent a la casquette plutôt entrepreneuriale et, stratégique. Et donc, j'ai rejoint EDG à ce moment-là, donc à la création. On était 2 à l'époque, donc c'était tout début 2020. Et depuis le développement du groupe, que j'aurai l'occasion d'en parler, j'imagine, on a pu effectivement opérer plus de 30 acquisitions, donc 40 sociétés, parce qu'il y en a 10 qu'on a créées from scratch au sein du groupe. Et voilà, donc une quinzaine d'années d'expérience. J'ai la chance d'avoir pu côtoyer beaucoup d'entrepreneurs. Je peux comprendre les problématiques des entrepreneurs sur des métiers en forte croissance. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des industries qui sont le retail, qui sont la grande distribution, qui sont des secteurs beaucoup plus compliqués. Et donc pouvoir allier des enjeux, de business à faible marge et des enjeux de business à forte marge est assez intéressant. Ce qui fait que, je l'espère, aujourd'hui, j'ai une vision assez 360 des problématiques du monde du M&A. Ok, donc tu es passé de Cambon Partners où tu faisais du venture capital finalement. C'est plutôt venture capital. On a quand même travaillé sur des deals plus gros. D'accord. Tout ce qui va être plutôt capital développement, LBO. Moi, j'ai bossé beaucoup sur des sessions. J'ai 70% des opérations que j'ai fait, c'était sur les expertises travel and hospitality. Okay. Donc c'est une verticale qu'on a développée avec Morgan Lenné, l'un des partenaires de Cambon. Et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de sessions de sociétés qui sont dans le métier, du travel, à des acteurs français ou internationaux. Donc déjà là, c'était le M&A, c'était pas dans le financement Non, c'était vraiment session de société.
et donc accompagnement de dirigeants dans la cession de leur propre boîte. Et quand on passe de grands groupes où on fait du M&A dans un grand groupe à une aventure qui commence, j'allais dire, quasiment feuille blanche. Enfin, feuille blanche, non, je pense pas, parce qu'il y avait une idée. Il y avait déjà une idée, il y avait mais un PowerPoint il fallait, qui fonctionnait bien. il fallait s'y mettre et faire la première acquisition, etc. Parce que tu étais tout de suite avec Vincent. Oui, alors il y avait une première acquisition, la première qui avait déjà été faite, qui était les Big Boss. Donc c'était le premier deal qui était fait, donc Vincent, avec l'aide de Montefiore, avant que je n'arrive. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, il y avait tout à faire. Il y avait les 30 euros. Exactement. Donc c'est vrai que le premier enjeu du développement du groupe, c'était de convaincre de nouvelles sociétés à nous rejoindre. Les premiers échanges qu'on a pu avoir avec les dirigeants, c'était faites-nous confiance, on va vous accélérer, on va vous aider. Promis, on aura 40 boîtes dans 5 ans, sans trop savoir si ça allait se faire, parce qu'effectivement, ce qui est marqué sur le on avait une vision, on avait de l'énergie, enfin on l'a toujours, et on avait une vraie volonté de réussir. Maintenant, on ne pouvait pas non plus, c'est pas une garantie à 100%, parce que la vie fait que, il y a des hauts et des bas. Mais je trouve que dans un cycle de 4-5 ans, donc quand je parle du cycle de 4-5 ans, parce qu'on a pu faire un LBO l'année dernière, en mars 2024, je pense qu'on a pu exécuter la promesse qu'on a faite aux entrepreneurs qui nous ont rejoints, donc, on va dire, sur ce premier cycle. Justement, ces entrepreneurs, pour revenir sur EDG, c'est quel type d'entrepreneur? C'est quoi la stratégie? Bien sûr. Je sais que c'est évidemment dans le digital. Je vais en parler. Exposer un peu plus la stratégie d'EDG et pourquoi EDG et pourquoi vous avez, bien sûr, avec Vincent, procédé à toutes ces acquisitions. Alors, je vais peut-être effectivement représenter le groupe et le positionnement du groupe et je parlerai de la stratégie. Donc, European Digital Group, on est un groupe dans la transformation digitale. On est positionné sur tous les leviers de la transfo digitale, tant sur les métiers de l'IT, donc tout ce qui est tech services, de la cybersécurité, du cloud, du développement produit, l'innovation, sur les métiers de la data et de l'IA, donc toujours dans une problématique de conseil en data et en IA, même si on fait également du développement. Toujours autour de la data, il y a aussi des métiers autour de tout ce qui est data marketing. Et on a aussi tout un pan d'activité et d'expertise sur le marketing digital et le contenu digital. Donc notre objectif, c'était de créer une offre d'ultra spécialistes sur tous ces leviers pour être en capacité de répondre à des besoins de plus en plus complexes et qui nécessitent de venir justement mixer des disciplines différentes auprès de grands groupes de TI et de PME. Donc, dès le départ, on s'est dit, voilà notre offre cible. Donc, l'offre cible étant celle que les grands groupes et les ETI ont besoin. Parce que globalement, les grands groupes sortent souvent des appels à projets, exactement, des appels d'offres, où il y a tout un tas de requisites à exactement. Compléter. Et vous, l'idée, c'est d'avoir la meilleure équipe exactement. avec différentes sociétés pour répondre de manière la plus précise et fine aux enjeux qui sont posés. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus sophistiqués. Donc, ils veulent vraiment des experts sur chacun des métiers. Et puis, le monde va tellement vite que ces experts doivent, eux, en permanence, renforcer leurs expertises. Les grands groupes, on va dire, ça les embête d'aller avoir recours à 15-20 prestataires pour avoir un expert sur chacun des prestataires. Donc, nous, notre enjeu, c'est de dire, on va quand même consolider le marché en intégrant tous ces experts et on va être en capacité de répondre aux besoins des clients. Donc, toujours garder une sophistication assez poussée sur chacun des métiers, mais en ayant un interlocuteur unique qui est EDG. Et pour les dirigeants, pour les entrepreneurs qui nous ont rejoints, ils vont évidemment continuer à développer leur propre business comme ils l'ont fait jusque-là. On va leur apporter une couche supplémentaire d'apport business, de stratégie, de structuration et de M&A, parce qu'on les aide aussi à faire leur propre M&A. Mais en top, on va leur donner l'opportunité de répondre à des gros appels d'offres, justement qui nécessitent d'avoir 5, 6, 10 lots dans le jargon, là où eux, indépendamment, n'auraient pas pu y toucher, soit trop petits, soit parce qu'ils répondent à 1 voire 2 besoins. Et qu'ils se font avaler par des acteurs qui peuvent prendre le tout. Type Accenture. Exactement. Et donc on devient des vrais challengers. Tout intégré en interne. Oui. Vous, l'idée, c'est que vous allez chercher toutes les boîtes qui sont ultra spécialistes et en gros, selon vous, c'est votre
Oui, target tout à fait, les tout à fait. meilleurs sur leur domaine Tout et à vous fait. allez les embarquer avec vous. Mais C'est ça. du coup, c'est une question pour les entrepreneurs que vous approchez. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que finalement, comme tu l'as dit, vous allez chercher les meilleurs dans tel Oui, domaine. oui, Et ils ont déjà leur chiffre d'affaires, oui, leur aventure entrepreneuriale se passe globalement très bien. Mais comment oui, vous allez les convaincre oui, de dire, bah, OK, ça se passe déjà très bien, mais avec nous, ça sera différent et ça oui. sera encore mieux. Alors, c'est une très bonne question puisque toutes les sociétés qui nous ont rejoints, en tout cas tous les dirigeants qui nous ont rejoints, ont des sociétés qui étaient déjà en très forte croissance. Donc, il fallait leur faire la conviction qu'avec nous, ils iraient tout aussi loin, soit plus vite, soit sur la même durée, ils iraient plus loin. Et au fait, on a toujours travaillé sur 4 leviers. L'accélération de la croissance organique. Ok. Donc ça, c'est les synergies commerciales. C'est soit l'équipe commerciale groupe qui apporte justement de gros appels d'offres et de gros budgets, donc ce qui fait que d'un coup ça accélère parce que ce sont des budgets qu'ils n'avaient pas pu anticiper dans leur propre BP, on va dire. Soit ce sont des synergies qui sont faites entre filiales puisque l'ensemble des dirigeants du groupe sont actionnaires du groupe, donc l'ensemble des dirigeants du groupe ont un incentive commun d'aider les autres, ce qui fait qu'il y a beaucoup de passes et d'introductions qui sont faites entre les sociétés du groupe, donc ce qui fait aussi tout le monde bénéficie des 2000 clients du groupe. Donc, et après, évidemment, on a toute une animation interne de réunions, etc., pour pouvoir développer les synergies entre les différentes Et sociétés. vous-même, vous créez des opportunités pour ces boîtes-là, c'est-à-dire que au sein de EDG, en dehors des filiales, vous avez une sorte de bureau qui va sourcer les différents deals pour alors, agréger tout ça? oui, là, je parle de la partie commerciale, Ok. donc on va dire sales. Mhm. On a une équipe sales au headquarter dont la mission, c'est d'apporter de gros appels d'offres, de favoriser les synergies entre sociétés et d'animer les quasiment 200 sales du groupe et de les former à toute l'offre du groupe pour que chacun puisse identifier des opportunités lorsqu'ils sont chez les clients. Et donc, pouvoir dire, tu as besoin d'une expertise cybersécurité, je te propose quelqu'un qui est au sein de notre groupe et pouvoir faire la passe. Donc ça, on a on va dire, des process qui ont été établis pour pouvoir accélérer les sociétés. Et donc, on le voit réellement, donc des sociétés qui faisaient 10-15% de croissance organique, on voit que post-intégration du groupe, elles sont plutôt à 15-20% de croissance organique. D'accord. Ça, c'est, on va dire, assez mathématique, c'est chiffré. Donc ça, on peut le suivre. Le deuxième levier sur lequel on travaille, c'est aider les sociétés à se structurer. Qui dit société en croissance, dit société qui nécessite de se renforcer, de renforcer son top management et de structurer et d'aligner tout le top management sur un intérêt commun. L'intérêt commun étant celui, évidemment, de continuer le développement de la société, de s'occuper, de garder une rentabilité intéressante, etc. Donc, à chaque fois qu'on a fait une opération, on a donné l'opportunité donc, aux dirigeants de sélectionner son top management pour avoir accès au capital. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a quasiment 300 salariés, managers, qui sont actionnaires du groupe, ce qui évidemment donne une dynamique très positive, puisque tout le monde partage, on va dire, l'ambition, la stratégie, et c'est, en tout cas, anticipe une plus-value potentielle qu'il pourra réaliser en performant au sein de sa propre société. D'un point de vue purement opérationnel, donc quand vous faites une opération, vous allez cibler une société dont vous voulez procéder à l'acquisition. Comment ça se passe? Ils font une partie de cash out et d'apport ensuite pour effectivement être encore incentivé. Oui, ça oui. Alors justement, on va dire, je vais parler d'un schéma classique, mais évidemment, en fonction oui, mais carrément. De toute façon, on est là pour ça. Moi, je connais les schémas, mais oui. je vais chercher un peu là-dessus. Exactement. Donc, tu nous expliques. Lors d'une opération, on donne l'opportunité aux entrepreneurs actionnaires de sécuriser une partie de leur patrimoine, donc de faire du cash-out. Donc, c'est-à-dire de prendre un chèque pour une partie de leurs actions. Exactement. Jusqu'à 50%. C'est important le 50% puisqu'on cherche des dirigeants qui ont encore, on va dire, l'ambition, la volonté et la soif de continuer à performer et à faire grandir leur propre société. Donc, sauf exception, les dirigeants qui nous rejoignent ne sont pas des dirigeants qui sont, on va dire,
en fin de carrière. Oui, donc, C'est vous plutôt... ciblez pas de société qui était dans un objectif d'exit total et de vendre la boîte. Exactement. Ça, c'est un élément important quand même. Exactement. Donc nous, on cherche plutôt des dirigeants qui sont encore motivés, qui partagent notre vision de créer ce nouveau acteur de référence, challenger, pour répondre à la mission qu'on s'est donnée. Et donc, on demande à ces entrepreneurs de réinvestir dans le groupe. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure donc, de dirigeants investis au niveau du capital de EDG. Donc, ils ont tous réinvesti au niveau du groupe. Et on a un mécanisme qui permet qu'ils restent incentivés sur leur propre société, sur leur propre scope. Donc, on évite ce qu'on appelle le passager clandestin. Donc, chaque dirigeant reste fortement incentivé sur le développement, sur son propre business, parce qu'on considère que ce sont les meilleurs pour pouvoir continuer à développer leur propre activité. Et ça, au moins pendant 5 ans en tout cas, alors, je vais en parler parce qu'on est sous LBO. L'autre partie, on va dire, de leur incentive, c'est le groupe. Donc, ils sont incentivés sur la performance globale de EDG. Ce qui fait que tout le monde a intérêt à jouer collectif. Tout le monde a intérêt à aider les autres à performer, à justement trouver des opportunités lorsqu'elles se présentent devant eux, à les pousser aux autres. Et tout le monde a intérêt à continuer à performer sur son propre business. D'accord. Donc effectivement, la super croissance d'une filiale sur un moment qui va tirer le groupe, etc., va bénéficier à tous ceux qui ont intégré effectivement le groupe. Exactement. Et par ailleurs, effectivement, eux-mêmes, lorsqu'ils vont faire des super performances, ils vont en bénéficier. Ils vont en bénéficier et par ailleurs, le groupe en profitera. Oui. Pour parler de la durée, c'est que effectivement, on a fait notre LBO l'année dernière, où Montefiore a réinvesti. À nos côtés, on a intégré un nouvel investisseur qui est la Tour Capital. Donc, qui dit LBO dit qu'il y a un cycle naturel entre 4 et 6 ans. Et donc, à minima, les entrepreneurs et tous les managers qui ont réinvesti s'engagent à nos côtés d'investir à minimum, en tout cas de rester à nos côtés à minima sur la durée de ce cycle-là. Il y a des dirigeants, on a des dirigeants très jeunes qui ont une moyenne d'âge de 40 ans. Donc, on imagine qu'ils sont, qui ont encore beaucoup d'années devant eux et qui ont aussi cette ambition de nous accompagner également à l'international. Après, je reviendrai sur le principe de LBO parce que peut-être que tous ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est très précisément. On l'entend beaucoup parler, mais techniquement, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Mais tu disais que effectivement, vous avez des personnes qui sont assez jeunes chez vous, globalement, pour des entrepreneurs qui ont une trentaine, quarantaine d'années. Mais du coup, moi, il y a une question, et je le vois, moi, chez un certain nombre de mes clients, c'est que quand tu as 35 ans, 40 ans, et que tu prends, même pour 50% de tes titres, un gros chèque, parce que, comme tu le disais, c'est des boîtes rentables qui sont en super croissance, c'est les meilleurs de leur domaine, donc 50% de leurs titres, c'est quand même beaucoup d'argent. Comment une personne qui a 35-40 ans, qui prend un gros chèque, on arrive encore à les motiver, parce que certains peuvent se dire que la vie peut être déjà plus simple, parce que c'est des gens qui ont encore une envie encore démesurée. Oui. Alors effectivement, tout d'abord, c'est le profil des dirigeants qu'on sélectionne. Donc il y a un vrai ADN qui ressort de l'ensemble des dirigeants qui nous ont rejoints et du coup, ça fait partie de nos filtres de sélection. On cherche des entrepreneurs qui ont cette ambition de créer quelque chose de grand et qui ont la même vision que celle de EDG, qui est de créer un vrai leader sur le marché. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut quand même que l'équation fonctionne. Parce qu'un dirigeant jeune qui a cash-outé beaucoup d'argent, il faudrait qu'il considère que ce qui reste à venir, donc le potentiel de gain à venir, soit substantiellement plus important que ce qu'il a déjà cash-outé. Et ça fait partie de la beauté du LBO. Et on pourra allons-y sur le LBO. C'est une super transition. C'est une super transition. Mais avant de rentrer dans le détail du LBO, c'est que la beauté du LBO, s'il fonctionne, parce qu'il y a de la dette, et je précise s'il fonctionne bien, et normalement, quand on est une société en croissance rentable, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, ça permet, on va dire, d'améliorer le retour sur investissement des personnes qui ont investi au capital de la société. Donc, ce qui se dit, et puis évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes parce que ce sont juste des hypothèses qu'il faudra à un moment donné mettre sur un Excel, c'est qu'une société qui est rentable
qui est quasiment flat et qui est sous LBO, au bout de 4-5 ans, elle fait quasiment x2 de retour sur investissement. Donc, la beauté du LBO, elle est celle-ci. Donc, ce qui fait que des entrepreneurs, donc des dirigeants investis dans un groupe sous LBO, si le groupe continue à faire de la croissance et on va dire, à faire du build-up en essayant de leverager, donc de mettre de la dette pour acquérir ces nouvelles sociétés, ils peuvent faire x2, x2,5, x3, voire plus. Leur mise. Donc, effectivement, même s'ils ont réinvesti que 50%, ils peuvent gagner beaucoup plus, ne serait-ce qu'avec 50% de leur part, par rapport à ce qu'ils ont cash-outé, on va dire, day one. Maintenant, si on rentre un peu dans le détail du LBO, donc c'est des montages, donc leverage buyout, ce sont des montages, donc on va dire, d'acquisition de sociétés avec un montage, donc equity et dette. Et moi, je fais toujours le parallèle avec l'immobilier. Je pense que c'est des problématiques... Ça parlera à tout le monde. Voilà, ça parlera à tout le monde. C'est pareil quand une personne souhaite acheter un appartement et n'achète pas l'appartement tout en cash sur sa trésorerie personnelle. Il cherche à emprunter, entre guillemets, le maximum qu'il puisse. Exactement. Et souvent, les banques font leur travail de s'assurer que le taux d'endettement de la personne respecte un certain ratio pour que voilà, ils ne mettent pas cette personne à risque et voilà, qu'elle protège aussi en cas de, on va dire, de période un peu plus compliquée, on va dire ça comme ça. Et, en fait, le montage du LBO, c'est assez similaire. L'idée, c'est de racheter des sociétés avec une partie en dette, en plus de l'equity, donc du cash que nous, on viendrait mettre, Ouais. tout en respectant un certain ratio de levier qu'on vient calculer sur l'EBITDA, donc la rentabilité de la société. La performance économique de la société. Exactement. Et en se disant, vu que cette société est rentable et en croissance, on va dire ce qu'elle va générer comme bénéfice Va pour nous permettre de rembourser la ce qui dette. nous a permis la dette qu'on a levée pour Exactement. acheter la société. Exactement. Et contrairement à l'immobilier et la durée que tu as mentionnée, c'est que pour l'immobilier, c'est 20-25 ans, oui. alors que pour un LBO, Oui. c'est généralement 6 à 7 ans. Exactement, 6 à 7 ans. Encore une fois, ça dépend du taux de croissance de la société, ça dépend de la rentabilité, ça dépend de combien on a leveragé, parce qu'on peut leverager à 2 fois, comme on peut leverager, mais bon, c'est pas trop le moment, parce que là, le marché est plus compliqué, mais il y a eu des périodes où c'était à 6 fois, 7 fois, donc aujourd'hui, le marché est autour des 3, 3,5 de levier. Donc, évidemment, plus on met de la dette, et plus c'est risqué. Et moins on met de la dette, moins c'est risqué, mais c'est toujours la même chose. Au risque, au rendement, et moins risque, moins de rendement. Mais voilà le mécanisme pour faire simple. Ok, top. Merci pour cette explication. Pour revenir un peu sur l'aspect humain, parce qu'il y a beaucoup de ça dans Oui. le M&A, c'est pas seulement des tableurs Excel et de la documentation juridique. C'est vrai qu'il y a quand même, parce que je connais pas mal de dirigeants de vos filiales, et c'est vrai qu'il y a une certaine homogénéité Oui. entre eux, justement. Tu parlais de soif et d'envie, et effectivement, Oui. j'ai quand même l'impression que c'est très clair et qu'il y a Oui. une homogénéité Oui. dans vos dirigeants de filiales, dans les associés de DG. Oui. Et justement, comment vous les sourcez et comment vous allez les chercher? Alors, par rapport au sourcing, on fait du sourcing classique comme tout le monde, donc notre network, les banques d'affaires, parfois les avocats, et puis surtout les entrepreneurs via leur propre écosystème. Donc, c'est comme un client qui est satisfait, un client satisfait en ramène un autre. Par rapport aux critères, c'est qu'il y a toujours les critères quantitatifs, et nous aussi, on s'intéresse beaucoup aux critères qualitatifs. Pour les critères quantitatifs, comme tu l'as dit, tu as synthétisé ça par un Excel, mais en réalité, c'est la performance de la boîte, la rentabilité, la croissance, le potentiel, les marges, le fait que la société soit assez diversifiée sur sa base de clients, ses secteurs, etc. Donc, là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça très bien. Et on a aussi les critères qualitatifs. C'est l'ADN de la société, l'ADN du dirigeant, la culture d'entreprise, c'est l'éthique des affaires, c'est l'ambition. Et ça, on va dire, il n'y a pas de science exacte, mais moi, à titre personnel, et Vincent également, on a eu la chance de voir tellement de sociétés, rencontrer tellement de monde, c'est que c'est notre expérience qui aiguise, après tout, la sélection de ces personnes-là, enfin, en tout cas de ces dirigeants-là. Mais c'est beaucoup de feeling, du coup. C'est du feeling, mais le feeling,
c'est pas juste une magie, le feeling, c'est parce qu'on a rencontré, moi, en 4-5 ans, j'ai rencontré 1000 sociétés à peu près. Et de mes 15 ans d'expérience, j'en ai rencontré... Au moins autant. Voilà. Et donc, c'est des skills qu'on développe qui devient quasiment inné. Mais c'est pas du jour au lendemain. C'est que, évidemment, on peut se tromper. Mais nous, quand on a un doute, on limite parfois ne pas faire parce qu'on se dit... C'est pas grave si on rate une opportunité. Parce que tu as déjà eu des sociétés qui correspondaient, j'allais dire, économiquement, sur tous les critères, en tous les points à ce que vous recherchez. Vous disiez, mais ça, c'est l'affaire, il faut absolument qu'on soit dessus. Et on n'a pas été pour des sujets de fit. Pour des sujets de fit avec les fondateurs. On l'a eu à plusieurs reprises, en nombre quand même limité, mais on l'a eu quand même. Et on se dit, on préfère justement ne pas faire un deal que de faire un mauvais deal. Parce qu'un mauvais deal, il peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes qu'on le pense, en termes de badwill, de décrochage, de mindset. Donc, ça peut faire un peu vilain petit canard. Oui, au sein d'un écosystème, parce que c'est quand même un enjeu assez fort pour vous. Comme tout le monde partage le même capital, on a ce devoir de bien sélectionner les entrepreneurs qui nous rejoignent. Et comment ça marche du coup Alors j'imagine qu'il y a Vincent qui est très impliqué. Est-ce que les autres associés dans les filiales sont intégrés aussi à ce choix de décision ou pas? Alors, quand il est question d'intégrer une nouvelle expertise que EDG n'a pas encore, c'est, on va dire, entre guillemets, EDG qui fait l'acquisition. Nous, on aime bien au fait que les dirigeants de la nouvelle société puissent rencontrer une sélection de dirigeants du groupe. C'est bien dans les deux sens. C'est votre meilleur catalogue, exactement. Globalement. On va dire, c'est votre vitrine qui dit rejoignez-nous, regardez comme ils sont contents. On va dire, il n'y a pas mieux que, comme on va dire, les clients parlent de la prestation, là, que nos entrepreneurs fassent un feedback sur, on va dire, leur propre histoire. Parce qu'au final, tous les entrepreneurs se posent les mêmes questions, ils ont tous les mêmes problématiques. Et c'est un bon moyen de les réconforter sur le fait que ce qu'on a promis a été exécuté, que... il y a des vraies synergies, qu'on les aide vraiment, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut bénéficier de feedback réciproque. Et un feedback, on va dire, mitigé ou négatif d'un de nos dirigeants peut nous soulever donc des points d'interrogation et nous pousser à aller creuser plus pour voir si c'est juste une intuition ou s'il y a un vrai sujet. Maintenant, lorsqu'il est question d'une société de faire son propre build-up, évidemment, si le dirigeant de la société qui rachète... C'est-à-dire qu'en gros, les filiales elles-mêmes font leurs propres acquisitions. Exactement. Ou créent leurs propres activités. Oui. Okay. Donc on peut rester vraiment à 100% entrepreneur en intégrant... Ah oui, bien sûr. Au fait, aujourd'hui, 90% de nos sociétés ont fait des acquisitions d'autres sociétés. Et ça fait partie de notre promesse. Tout à l'heure, je parlais de 4 leviers, c'est le quatrième. On accompagne toutes nos boîtes à consolider leur propre marché. D'accord. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, une société, même si elle est en forte croissance, donc 15-20% de croissance, avec l'acquisition, elle peut doubler de taille. Je ferme la parenthèse. Et donc, lorsque les dirigeants sont ceux qui doivent acheter des boîtes, si eux ne le sentent pas, on n'ira pas. Parce qu'à la fin des fins, c'est eux qui achètent. On doit créer une gouvernance partagée. C'est ce dirigeant-là qui doit bosser donc, avec l'équipe en question. Donc, nous, on peut aider à réfléchir, à analyser. On va aider, on va dire, sur tout le cycle M&A. Le M&A est centralisé. Mais s'il y a un mauvais feeling, où il y a quelque chose qui cloche, où il n'y a pas le fit nécessaire, où il y a un doute, voilà, oui, parce qu'après, ils seront dans le même bateau et que si ils ne l'ont pas senti, ça ne sert à rien de forcer l'opération. Exactement. Ok. Quand vous intégrez une nouvelle société, j'allais dire, c'est pas le tout que de racheter des sociétés. C'est déjà une première épreuve et c'est déjà un bon parcours. Oui. Mais en fait, ce n'est que le début, puisqu'après, vous avez tout le travail d'intégration, d'homogénéisation, etc. C'est quoi la patte de DG, justement, pour faire ça? Parce que vous en avez fait beaucoup. Je n'allais pas dire à marche forcée, mais quand même, vous avez créé ça très rapidement. Comment vous avez fait pour, justement, après les opérations, intégrer tout le monde et faire en sorte que chacun puisse se sentir en famille avec la nouvelle société intégrée? Alors, on a défini notre propre process d'intégration.
c'est qu'on s'est toujours dit, dès le début, que les sociétés qui nous rejoignent, elles ont elles-mêmes une position, une autorité sur leur propre marché qui est assez forte. Donc, on va essayer d'intégrer ces sociétés sans les désintégrer. Ça, c'est un peu notre motto. Mais ça veut dire quoi concrètement? On a toujours cherché à travailler sur 3 leviers, donc les people, les process et les outils. Il faut déjà qu'on s'assure qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits, ou que les personnes sont contentes d'intégrer EDG. Donc là, il faut déjà s'assurer que la structure qui nous rejoint, elle est, on va dire, bien faite, ou qu'on les aide à peut-être recruter un directeur commercial ou un DG ou autre. Il faut établir les process. Donc les process, c'est tous nos process financiers, sales, juridiques, M&A, social, de remontée de chiffres, de reporting. Et donc là, on fait en sorte que toutes nos sociétés rentrent dans nos process de remontée de chiffres ou tout autre sujet, et qu'au bout de 3 à 6 mois, que tout est rodé. Okay. Par rapport au process, on a aussi toute une batterie d'événements, de clubs, d'instances, de gouvernance, etc., dans lesquels ils intègrent, ce qui permet aussi justement de rentrer dans la machine et que tout l'écosystème fonctionne. Et puis on s'attaque aux outils. Et les outils, c'est la centralisation de la finance, ainsi que les outils. C'est la centralisation du CRM. Justement, quand on parle de synergie, on est obligé d'avoir, on va dire, un socle commun. Et progressivement, on est amené à centraliser de plus en plus d'outils pour que, on va dire, le groupe qui performe continue sa performance en se basant sur un socle solide et qu'on puisse piloter la performance du groupe parce que on grandit vite et il faut justement qu'on ait les outils de pilotage adéquats. Et donc, on fait ça en 3 temps. La priorité, souvent, quand on intègre des sociétés, c'est de s'assurer que les personnes sont contentes. Donc, il y a tout un process d'intégration, on va dire, plutôt humain qui est opéré. Et on s'assure assez vite aussi qu'ils rentrent dans nos reporting, puisqu'à un moment donné, il faudrait qu'on puisse aider les sociétés à bien piloter leur propre performance. Et si on n'a pas les clés de lecture, on ne pourra pas délivrer notre promesse, entre guillemets. Mais c'est un peu un échange réciproque, parce que vous avez différents types de sociétés. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant qu'on donne quelques exemples de boîtes, pour ceux qui ne savent pas que vous avez ces sociétés-là. sous EDG. Mais typiquement, quand tu vois Follow, qui fait de l'influence, etc., et Wold ou d'autres sociétés, les Big Boss, etc., c'est pas du tout le même business model, c'est même pas du tout la même type de clientèle forcément. Bien sûr. Du coup, vous devez vous aussi vous adapter à ces business-là, quoi. C'est une très bonne question. C'est que toutes nos sociétés sont des sociétés de services. On a plusieurs expertises et on a structuré notre groupe par business unit. Les business units sont structurés autour de métiers, on va dire, ressemblants, similaires, complémentaires. Donc, ce qui fait que déjà, dans la structuration du groupe, on essaie de mettre à côté des sociétés qui se ressemblent le plus, même si, évidemment, elles peuvent fonctionner ou travailler avec toutes les autres sociétés du groupe. Mais déjà, là, ça aide dans une première lecture du groupe. Donc, vous avez des business units dédiés, typiquement cybersécurité. Tech et cyber, on a data IA, performance marketing, digital content, growth enablers. Et on a des leads de BU sur chacune de nos BU. Ce qui, pour nous, est aussi un relais, on va dire, managérial, un relais de structuration et de pilotage, qui nous aide aussi à définir la stratégie de leur propre business unit, de nous aider à l'intégration des nouvelles filiales, de donner un coup de main lorsqu'il y a quelque chose qui va moins bien, etc. Donc, certes, il y a des business différents, des niveaux de maturité différents, mais en réalité, on s'adapte à chacun. Une société qui est déjà très, très bien structurée, qui a un reporting nickel et en presse-bouton, elle peut remonter les chiffres, évidemment, on mettra moins de temps pour structurer leur reporting, pour le mettre, on va dire, à notre format, qu'une société qui est plus jeune, où il y a un peu plus tout à faire. Et donc, on s'adapte. Mais l'idée, c'est qu'au bout de 3 à 6 mois, que la société soit intégrée sur ces aspects-là qui nous semblent les plus prioritaires. D'accord. Maintenant, sur la partie culture d'entreprise, qui est au fait le plus important, c'est le ciment qui fait que ça rend les choses possibles. Parce que vous avez beau être super organisé, s'il n'y a pas une volonté
énorme des hommes de se dire on y va tous ensemble, c'est... Donc ça pour nous, on s'est pas mal posé la question de se dire comment on va faire qu'un entrepreneur reste entrepreneur et, on va dire, garde les manettes de sa propre activité. Et qu'est-ce qui fait que les talents qui sont dans la société en question gardent confiance en leurs dirigeants et n'aient pas envie de partir. Parce que l'un des risques relatifs à des acquisitions, c'est qu'il y a du churn et qu'il y a une déstabilisation, on va dire, de l'activité, et que ce soit plutôt une acquisition subie. Ouais. Là, en l'occurrence, on fait en sorte que les dirigeants restent aux manettes, même si évidemment ils rentrent dans un groupe et qu'ils doivent respecter une gouvernance, mais en tout état de cause, les opérations restent en notre main. Le management, donc les talents, c'est important de leur expliquer l'intérêt de ce rapprochement. C'est important de leur dire, ne vous inquiétez pas, vous gardez votre marque. Donc il y a un côté d'identité qu'ils gardent. Vous gardez vos bureaux, c'est important. Vous gardez, on va dire, vos process. Ouais, ça, c'est... Donc on va dire, c'est que limite le quotidien ne changera pas, mais il va être amélioré, optimisé. On va vous aider de mieux performer. On va vous aider de mieux grandir, de vous structurer. Et quand ce sont des discours positifs, avec, on va dire, aussi des références de d'autres sociétés qui ont rejoint le groupe et qui fonctionnent bien, ils disent « Ah, par exemple, Adzop est au sein du groupe EDG et ça fonctionne bien. Ils sont passés de 100 consultants. Aujourd'hui, ils sont quasiment 300 consultants. Ah, Metis, acteur de référence dans Microsoft et cybersécurité, pareil, ils ont fait quasiment x3, x4 dès lors qu'ils sont rentrés dans le groupe. Où on a Equanti dans la data et en IA qui aujourd'hui, justement, gagnent en notoriété. Donc, quand les sociétés qui nous rejoignent voient qu'il y a d'autres belles références sur le marché et qu'on a cherché à respecter l'ADN de ces boîtes, plutôt de les faire, on va dire, d'améliorer leur notoriété, on va dire, de les faire intégrer dans le groupe, mais tout en gardant leur propre unicité, parce que ce sont des expertises différentes. Et leur liberté de prendre des initiatives sur des thématiques particulières. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et d'événements qui sont organisés qui le sont par les filiales et pas forcément par EDG. Alors vous êtes soutien, mais... c'est très vrai, mais tout est coordonné. Nous, on les pousse à faire ce genre d'initiative parce qu'on est convaincus que les clubs, les événements, etc., permettent, on va dire, de matérialiser un savoir-faire, d'être plus visible, d'identifier de nouvelles opportunités marché. Mais tout est centralisé. Donc, on va dire, tout est coordonné en centrale. Ouais. Et ils sont contents parce qu'on les aide à faire beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas pu faire seuls ou qu'ils n'auraient pas eu le temps de le faire ou qu'ils auraient peut-être dépriorisé. Donc, on leur donne l'opportunité de faire des choses beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus importantes qu'ils auraient pu faire s'ils étaient encore restés indépendants. Parce qu'on a justement une équipe au headquarter qui aide, qui donne des idées et qui aide au delivery de ces clubs, de ces événements et de plein de choses. Et évidemment, c'est satisfaisant pour les équipes. Ils disent « Ah tiens, on a fait un super club, on a eu 200 invités, et en vrai, ça m'a pris la moitié de mon temps que ça aurait dû me prendre si j'aurais dû le faire seul. » Ok. Donc, voilà. Pour parler de votre développement, je sais que vous êtes très focus sur l'IA ces derniers temps, parce que c'est quelque chose qui est un peu survenu il y a maintenant 2 ans dans la pratique des entreprises, que beaucoup d'entreprises doivent s'adapter à cela. Quelle est votre vision sur l'IA à long terme ? Oui. Alors, vaste sujet, l'IA. Évidemment, l'IA est devenue, on va dire, une sorte de must-have. L'enjeu de l'IA... Vous ne pouvez pas construire EDG sans avoir une verticale IA. Aujourd'hui, on a Equanti, déjà peut-être pour reconstituer, on a Equanti qui est un acteur dans la data et dans l'IA. Et en réalité, il faisait de l'IA depuis maintenant 10-15 ans parce que l'IA, c'est tout ce qui est data engineering et c'est tout ce qui est automation, etc. Donc, c'est vrai que là, l'IA, elle va en poupe. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est d'avoir des use cases, c'est d'aider les sociétés, donc les clients, les grands groupes, à identifier leurs propres problématiques et avoir un vrai niveau d'adoption.
ce qui fait que on va plutôt parler de transformation IA des sociétés, puisqu'il y a effectivement des métiers qui vont être boostés, améliorés, il va y avoir de l'automatisation de tâches, et il faudrait qu'on puisse accompagner les groupes à identifier leurs propres besoins, de former leurs salariés, de leurs talents, et de transformer ces métiers pour que l'IA soit intégrée dans les process. Okay. Évidemment, quand on parle d'IA, la vision pour nous, c'est d'avoir une IA qui fonctionne, qui soit donc efficace, qui crée des use cases concrets, qui crée de la valeur concrète, que ce ne soit pas juste du gadget, qui est une IA éthique, évidemment, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'éthique, de souveraineté, etc. Donc, nous, notre vision, c'est celle-ci, c'est d'aider nos clients à intégrer concrètement l'IA et à l'intégrer progressivement et à les aider à ce qu'il y ait une vraie adoption au sein de leur process, de leur métier, et au final, de s'assurer que l'IA puisse être adoptée sur toute la chaîne de valeur, donc sur toute la hiérarchie, parce que c'est important, et que tous les talents d'un groupe puissent, on va dire, optimiser leurs expertises ou leurs skills grâce à l'IA. Et chez EDG, vous l'utilisez sur les process M&A, par exemple, tu l'utilises? Alors, on a testé beaucoup de choses. Okay. Je n'ai pas encore, on va dire, la solution miracle, mais c'est intéressant. Tu itères un peu. Alors, pour le screening, c'est hyper intéressant. Okay. Je trouve... Concrètement, le screening, qu'est-ce que sur l'analyse de... L'analyse, au fait, alors, il y a l'identification de cibles. Ouais. Il y a pas mal de plateformes intéressantes sur le marché qui font ça. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, donc il va y avoir sûrement quelqu'un qui va émerger. Okay. Moi, je l'aime bien pour, on va dire, synthétiser de la documentation, faire des notes de synthèse, assez abouties. Des data rooms. Alors, il y a des data rooms, il y a les notes. Il faut quand même aller voir dans le détail parce que souvent, il y a quand même quelques gros trous dans le filet quand même. Alors, c'est là où quand je parlais d'IA, c'est qu'il faudrait... Enfin, l'IA ne va jamais remplacer le travail que va faire un humain. Il va optimiser les skills, enfin, là, on va dire, il va nous empower, en fait. C'est que une personne qui lit un IM, il va capter, ou en tout cas, son expérience va lui permettre d'identifier des choses dans une tournure de phrase ou dans une présentation, dans un graphe, parce qu'il l'a vu déjà 10 fois et qu'il sait que quand c'est présenté ainsi, il y a peut-être quelque chose à vérifier. L'IA n'a pas encore cette connaissance. Donc, elle va nous aider à aller plus vite pour avoir une première couche d'analyse. Il va falloir... une première idée. Exactement. Il faudrait que la personne sache quoi chercher pour venir questionner l'IA et qu'elle aille chercher l'info. Mais si on n'a pas fait le travail nous-mêmes X fois... Ça, c'était 15 années d'expérience en M&A. Il faudrait qu'on puisse justement soit bien expliquer aux personnes qui ont moins d'expérience qu'il faut aller demander à l'IA. Donc, c'est une question de, on va dire, de Q&A, de prompting. Mais l'IA ne pourra pas elle-même réfléchir et se dire « Ah tiens, quelles sont les petites subtilités ou les petits pièges à éviter ?» Mais il faudrait qu'on les fait déjà pas mal de fois, qu'on soit tombé dans le piège pour aller demander à l'IA d'aller chercher si c'est le cas. Bah oui, parce que sur nos métiers, en fait, c'est beaucoup aussi l'expérience. Et tu parlais tout à l'heure du feeling qu'on a pour détecter les bons entrepreneurs. Et il y a aussi le feeling qu'on a dans nos métiers pour détecter le petit problème qui est louche, qui est bizarre, qui est généralement pas présenté comme ça, et qu'une IA le laisserait passer parce que elle n'a pas eu l'expérience de. Mais en fait, il faudrait considérer l'IA comme vraiment un empowerment. Ok. Ça va permettre, en tout cas ça permet déjà d'accélérer certains process, automatiser certaines tâches, faciliter la lecture de certains documents, mais ça ne va pas faire le travail. Le travail devra, en tout cas aujourd'hui, toujours être fait par l'humain. La couche d'intelligence, aujourd'hui, elle est encore humaine, mais il peut y avoir une commoditisation de certaines tâches. Mais qui dit commoditisation, le terme n'est pas facile, dit aussi qu'on a demandé à la tâche ou à l'outil ou à la personne de faire le travail qu'on lui a demandé de faire. Exact. Mais à la fin des fins, l'intelligence, on va dire émotionnelle, la négo, gérer les égos, ce genre de choses restera humain. Et aller trouver la petite faille où voilà. C'est une grande partie de nos deals finalement, de gérer les humains et gérer les égos pour faire converger tout le monde sur
une documentation finale. Enfin, nous, on le voit tous les jours. L'IA pourra rédiger des articles Ouais. parce qu'elle a 10 templates similaires, Exactement. mais elle ne pourra pas aller négocier, en tout cas. En fait, elle va négocier de manière très rationnelle, Oui. mais en gros, l'irrationnel, la subjectivité Oui. des hommes, leur histoire passée, etc., qui est une affaire Oui, humaine, voilà. ça sera effectivement plus difficile. Ok, et vous avez commencé à faire des acquisitions en Europe. Je sais que vous avez fait Oui. une opération d'acquisition en Espagne. Tout à fait. Ça veut dire quoi? C'est que EDG, après avoir fait une grande partie de ses acquisitions en France, veut pousser maintenant un peu les frontières pour être vraiment Européen. un groupe européen. Tout à fait. Alors, pour la petite intro, on avait déjà une dizaine de petites présences à l'international, mais qui représentaient un petit pourcentage dans notre chiffre d'affaires. L'année dernière, donc, on a pu faire l'acquisition de Garaje d'Ideas, qui est une société leader sur les métiers du Customer Experience, Design et Produit. D'accord. Donc c'était l'une des dernières références sur le marché d'une certaine taille. Donc c'était assez compétitif, le deal. Ouais. On en est fiers. Donc effectivement, on a une volonté de consolider d'autres pays, donc d'autres géographies en Europe, avec l'ambition de recréer des écosystèmes de synergie en local, mais aussi de pouvoir accompagner des grands comptes sur, on va dire, des campagnes ou des projets, on va dire, européens et demain internationaux. Okay. Aujourd'hui, on a démontré notre capacité à accompagner des clients en France sur plusieurs expertises. Demain, on souhaiterait accompagner des clients en Europe et à l'international sur plusieurs expertises. Donc, on a fait la première démonstration de notre use case. Et l'idée, c'est justement de pouvoir mutualiser les ressources européennes et de pouvoir avoir des missions, en tout cas des projets à plus grande envergure. L'Espagne est un pays hyper important pour nous. Donc, on avait déjà une présence d'une de nos sociétés qui s'appelle DataVenture, qui a une 50aine de personnes à Barcelone. Donc, avec Garaje, on a aujourd'hui un peu moins de 400 personnes en Espagne. L'Espagne est un marché hyper intéressant. C'est un marché qui a une très belle croissance par rapport aux autres pays européens. Donc, il y a une dynamique macro qui est très satisfaisante. Il y a tout on va dire une vague de digitalisation et de transfo digital qui est en cours. Donc, il y a des talents qui sont très experts, mais aussi il y a un vrai besoin. Donc, on le sent de la part des clients à accélérer leur transformation digitale. Et c'est une expertise sur la société que vous avez achetée en Espagne. C'est une expertise que vous aviez déjà en France ou non, on l'avait pas. On l'avait pas. Alors, on avait en partie sur la partie produit, enfin, on dirait développement produit, mais tout ce qui est customer experience et design, on n'avait pas une expertise aussi forte que celle de Garaje. Okay. Donc, Garaje, c'est vraiment une très belle référence dans tout ce qui est customer experience et qui gère des grands comptes, qui soient espagnols ou internationaux. Donc peut-être pour l'Espagne, l'intérêt aussi de cette géographie, c'est on a accès à des talents qui sont facilement bilingues, qui sont beaucoup plus internationaux, avec aussi, on va dire, des TJM à prix beaucoup plus compétitifs, ce qui fait aussi un pool de ressources, une sorte de hub de production, qui est très, on va dire, sexy pour un groupe qui a une volonté de développer ses activités à l'international. Et donc, ça fait effectivement partie de notre stratégie de consolider ce marché, donc continuer notre développement sur la partie produit, Customer Experience avec Garaje, mais accompagner aussi Garaje et, on va dire, l'entité espagnole à se développer sur d'autres expertises en local, qui peuvent être les autres expertises qu'on a déjà dans le groupe, mais avoir des relais locaux qui vont, eux, travailler ensemble et créer des synergies comme on a pu le faire en France, mais aussi créer des ponts entre la France et l'Espagne. Et là, c'est la même stratégie d'intégration, parce qu'en fait, vous rajoutez encore une barrière, enfin encore une difficulté pour l'intégration, parce que là, maintenant, il y a peut-être des barrières de langue, de culture aussi. Du coup, comment vous y prenez pour... Oui.
Alors, pour intégrer un groupe étranger, parce que pour le coup, là, c'est un défi supplémentaire. Exactement. En fait, l'intégration aujourd'hui, elle va être plutôt en local. D'accord. Donc, avant de parler d'une intégration plus grande, il faut quand même qu'on ait un peu plus qu'une, deux sociétés en local. Donc, aujourd'hui, en tout cas, par exemple pour Galaxy, l'intégration, elle est vraiment sur la partie process, accélération de business, créer des synergies, faire en sorte qu'il y a une vraie identité, en tout cas une vraie envie de Galaxy de travailler avec le groupe et de faire en sorte qu'il y ait des synergies. Et c'est déjà le cas. On a déjà apporté 3 gros projets à Galaxy sur, on va dire, après 6 à 9 mois d'intégration. Et aujourd'hui, l'intégration se fait donc sur les process, sur les people, et évidemment sur les outils, parce que la finance est centralisée, ça sera centralisé, qu'on soit en France, en Espagne ou demain ailleurs. Il n'y a pas trop de suspense sur cet aspect-là. Mais la philosophie de l'intégration restera la même. Et puis en local, on viendra peut-être créer on va dire des hubs qui soient assez synergétiques, et puis on verra comment on poursuit le développement. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui t'est cher. Je sais que tu as lancé un collectif qui s'appelle le collectif Ariane au sein de DG. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous faites au sein du collectif Ariane? Alors, c'est pour promouvoir au sein du groupe EDG le leadership des femmes. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as voulu faire ça et qu'est-ce que vous faites au sein de ce collectif? Alors, le collectif a été créé à l'initiative de Sania, qui est la fondatrice de notre agence Lift. D'accord. Et de Marine, qui est notre Chief Impact Officer au niveau du groupe et qui est la DRH de Métis Group. D'accord. Moi, j'y ai adhéré parce que c'est, on va dire, des valeurs, et c'est quelque chose que je partage, et j'ai justement l'ambition et la volonté de favoriser le leadership féminin. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et la mission de ce collectif, c'est justement d'aider les femmes, quel que soit le niveau de seniorité, à bénéficier, on va dire, du coaching, d'avoir plus confiance en soi, comment gérer des situations compliquées, comment assumer certaines responsabilités, etc. De faire du mentoring en interne. Donc ça, c'est aussi un système de mentoring qu'on est en train de mettre en place en interne. Et tout ce qui va être sexisme au quotidien. Comment gérer ce genre de problématiques et faire en sorte que on vient briser certaines appréhensions ou on va dire certaines idées limitatives qu'on peut se mettre en tant que femme pour les aider à continuer à performer, gagner confiance et avoir plus de femmes sur des postes à forte responsabilité. Mais le collectif a aussi, surtout pour ambition d'aider toutes les femmes sur tous les niveaux de seniorité. D'accord. Et on va dire, on peut aider dès les premières années pour justement que ces femmes-là trouvent des mentors et envie de continuer à progresser dans un monde du digital, de la tech, qui est parfois à plus grande majorité à plus grande majorité masculine. Ok, et vous avez déjà des premiers résultats? Vous sentez que... Alors, le collectif est très jeune. Okay. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, une quinzaine de femmes. Et justement, on lance notre première promo. On a un accompagnement qu'on est en train de définir sur ces 3 pans pour pouvoir délivrer, on va dire, notre première promotion, notre première feuille de route et créer de la valeur, en tout cas des résultats concrets qu'on pourra peut-être en discuter en fin d'année. Bon, super. EDG, dans 5 ans, ça sera quoi comme groupe? Puisque on parlait du coup du tout début, quand tu as intégré EDG aux côtés de Vincent, où il n'y avait qu'une seule filiale. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Oui. Les 5 prochaines années, ça sera quoi pour EDG? Alors, on s'est donné un objectif d'atteindre le milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 300 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est le résultat 2024. Donc, 1 milliard de chiffre d'affaires. La volonté d'avoir pu consolider à minima 3 géographies. Donc, évidemment, la France, l'Espagne et une autre géographie qu'elle puisse être européenne ou ailleurs. Mais surtout, d'avoir créé un groupe, un vrai challenger pour les gros de ce marché, avec une notoriété, on va dire une belle notoriété, avec l'expertise qui soit assez reconnue, et de pouvoir justement passer à une étape supérieure, d'avoir préparé tous les fondamentaux
de construction d'un groupe solide avec voilà, toutes les bases nécessaires pour pouvoir entamer une étape d'après qui soit vraiment une étape d'internationalisation totale. Super, merci. On est arrivé à la fin de l'épisode. Vraiment, merci pour le partage que tu nous as donné, pour la vision du M&A, de la consolidation d'un groupe. Je pense que c'est super intéressant pour ceux qui nous écoutent. Tu es disponible sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, pour ceux qui voudraient éventuellement être intéressés pour échanger avec toi sur tous ces sujets. Ouais. Tout à fait. Je suis assez disponible sur LinkedIn. Okay. Et j'ai la joie de communiquer aussi pas mal pour donner un peu le background du monde du M&A, donc n'hésitez pas. Bon, ceux qui ont apprécié l'échange savent qu'ils peuvent aller te suivre sur LinkedIn. Super, merci à toi. Merci Louis. Salut. Merci.